mieux, hein. Ok. Donc Sophie Avant naît à Oran, en Algérie, écrivaine et critique de cinéma pour le journal Sud-Ouest. Et vous intervenez également au Masque et la Plume sur France Inter et l'émission de télévision sur le cinéma Le Cercle. Ça, c'est fini. C'est fini? Je garde que le masque. Le masque. Et puis, vous êtes autrice de plusieurs ouvrages. Vous publiez chez Arléa, Gallimard, Marqueur de France. Puis, il ne faut pas que je me perde dans le papier. C'est ce que je craignais. Donc, on va parler, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, de votre roman Femme remarquable. Mais avant, pourriez-vous nous parler de votre œuvre, de votre expérience, en fait, en tant qu'écrivaine? C'est un vaste sujet. Comment c'est venu? Vous voulez dire comment, la vocation est née? Vous avez commencé à écrire? Vous êtes de formation, vous avez fait des études de lettres? J'ai fait un peu théâtre? De tout. Je me suis beaucoup cherchée. J'ai commencé des études de lettres. En effet, après, j'ai fait une école de théâtre parce que je voulais faire du théâtre. Je suis donc venue à Paris pour faire du théâtre. Et puis, j'ai voyagé, et puis j'ai vécu, et puis j'ai toujours écrit. Mais c'est vrai que j'ai toujours écrit. Et je ne me suis pas dit un jour, je voudrais être écrivain. Je n'ai jamais eu à me le dire. C'est ma mère qui m'a dit, hein, tu seras écrivain. Peut-être que inconsciemment, j'ai obéi à sa demande à peine déguisée, mais c'est elle qui m'a dit tu seras écrivain, et moi je me voyais plutôt actrice. Et je me trompais parce qu'on tâtonne quand on est très jeune, mais donc j'écrivais et j'ai fini par rentrer à Sud-Ouest parce que j'allais beaucoup au cinéma. Quand étant à Paris, j'avais beaucoup suivi la cinémathèque, je fais vite, hein. Donc j'avais une vraie culture cinématographique, ça m'intéressait, j'écrivais beaucoup sur les films, donc j'écrivais aussi de la fiction, mais sur les films, et j'écrivais quand même beaucoup. Donc j'ai frappé à la porte du Sud-Ouest, et je parle du Sud-Ouest parce que c'est grâce à Sud-Ouest et à Pierre Véité que j'ai rencontré à Sud-Ouest, qui lui-même était écrivain, et qui venait de créer une maison d'édition, que j'ai pu publier mon premier livre, qui était donc chez Arléa, Le Silence de Gabriel. C'est comme ça que les choses se sont, disons, faites pratiquement, quoi, parce qu'on peut toujours rêver d'être écrivain, de jamais publier, ça existe. Mais là, mon premier livre a été publié grâce à Sud-Ouest, d'une certaine manière, puisque c'est grâce à mes rencontres. C'est souvent les rencontres, hein, qui déterminent les... Plus que nos choix personnels, c'est des rencontres, c'est des hasards, c'est des choses qui se mêlent et qui... Et finalement, on peut parler de vocation, parce qu'en effet, moi, quand j'avais 8 ans, j'écrivais déjà une histoire pour ma poupée. Donc on peut parler de vocation, mais a posteriori, on peut en parler. Mais je pense que les vocations, ça se façonne aussi avec des rencontres, avec de la chance, avec des heureux hasards et avec du travail. Je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que je voulais être écrivain et je le veux aujourd'hui. Je ne pouvais pas le dire il y a 20 ans. Ça veut dire que l'expérience a mûri. Ça veut dire que la vocation, elle se façonne tout au long de la vie. Oui. De toute façon, il y a un lien entre vouloir être actrice et puis écrire des romans. Oui, c'est la fiction qui emporte tout ça. C'est vrai, la fiction. Je tâtonnais, je pense, autour de... Je sentais bien que je me sentais artiste. Alors, j'aime pas trop le mot parce qu'il est vague. Et, même un chanteur de variété peut dire qu'il est artiste. Mais je me sentais plus dans cette zone un peu... voilà, qui ne s'apprend pas finalement, qui s'apprend sur le tard, qui s'apprend dans la vie, mais qui ne s'apprend pas dans une école. Parce qu'on a beau faire des ateliers d'écriture, des ateliers de ci, de là. Un acteur, il apprend à être acteur, mais si devant une caméra, la caméra ne l'aime pas, il ne sera jamais acteur. Ouais. Et ça ne s'explique pas, la photogénie. Bon, la présence, des choses comme ça. C'est pareil, je pense, pour les arts. L'oreille musicale, ça s'apprend, ça s'éduque, ça s'aiguise. Mais on l'a pas quand même, donc ça se travaille, c'est important de travailler, etc. Mais ça fait partie de ces métiers qui sont... voilà, donc j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup tâtonné, et en effet, je ne sais plus la question, c'était... oui, qu'il y avait un rapport de fiction, entre la fiction, le rêve, avec le désir, effectivement, peut-être de rêver à une vie plus grande, je sais pas, oui, tout ce qui bouleverse un adolescent et qui se retrouve là précipité, parce qu'on se dit tout à coup à travers un texte, je vais arriver à
à pousser les murs, quoi, C'est vrai. en basculant dans la fiction, comme vous dites. Ouais. La fiction, est-ce que seule, elle pourrait... Il faut quand même de l'inspiration. Qu'est-ce que vous inspire, en fait, pour écrire en général? C'est très variable en fonction des livres, parce que c'est rare en tout cas pour ma petite expérience, c'est rare que je sois partie en me disant je vais faire un livre sur un grand thème philosophique ou sur... c'est pas vrai du dernier d'ailleurs, parce que je suis partie en me disant je veux parler de l'Algérie, comment je peux en parler? Donc celui-là, il déroge un peu aux règles. Mais jusqu'à présent, j'ai pu partir de choses très simples comme une image, un souvenir, une impression, une phrase. Une simple phrase où tout à coup je me dis cette phrase, je sens que je peux la dérouler comme une bobine et que la bobine va m'amener à une autre phrase et encore une autre et que mon récit se construira comme ça au cours comme si l'écriture guidait et enfantait elle-même le récit. C'est variable en fonction des livres. Ok, je vais citer quelques titres de votre œuvre et tout ce que je vais citer, c'est en rayon de vente en fait. Oui. Les belles années, apparu en 2010. Ce que dit Lily, d'abord en 2007. Après Les Amoureux, 2012. Dire adieu, en 2014. Mercure de France. Le vent se lève, qu'on va en parler tout à l'heure, en 2016. La petite famille, en 2018. Et le dernier, Femme remarquable, en 2021. Et je vais vous inviter à nous parler un peu de votre livre, Ce que dit Lily, en fait. Oui, là, il y a un lien évident. Voilà. Oui, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie, c'est vous, ou pas? Oui, bien sûr. Enfin, c'est moi un peu transformé, mais oui. C'est beaucoup moi. Je suis désolée, c'est beaucoup moi dans beaucoup de mes livres d'ailleurs, mais on n'écrit pas avec la tête d'un autre. Hein. On écrit avec sa vie, avec son expérience, avec ses souvenirs, avec son... Je crois que même un roman historique, on l'écrit avec forcément ce qu'on est. Donc... Même ce livre-là qui se déroule à une époque que je n'ai pas vécue, je l'ai écrit évidemment avec mes fantasmes, mes rêves, mes envies, bon. Oui. Et pour en revenir à ce que dit Lily, c'est vrai que ce que dit Lily, c'est genre une petite fille qui comprend pas ce qui lui arrive parce que ses parents quittent la maison, quittent tout, font leurs valises et partent. Et on comprend très vite, lecteur, que c'est des pieds noirs et qui quittent l'Algérie en 62. Et cette petite fille, alors elle est plus âgée que je ne l'étais en vérité, parce que moi j'ai aucun souvenir de l'Algérie. J'ai décidé qu'elle aurait 5 ou 6 ans pour qu'elle puisse parler. Et j'ai imaginé que cette petite fille se demande pourquoi on part comme ça. Et sans doute que ses parents lui expliquent mal ou vite, parce que c'est la guerre, parce que c'est compliqué. Et donc elle s'imagine que c'est peut-être des vacances, c'est peut-être... Bon, voilà, c'est un tout petit livre, mais c'était ma façon de mettre un pied dans l'histoire de l'Algérie, parce que je savais depuis toujours que je parlerais de ça, étant donné que j'y suis née, et que même si je ne connais pas ce pays, parce que je l'ai quitté quand j'avais 3 ans... Vous êtes retournée ou pas? Oui, j'y suis retournée. En 88, avant la décennie noire, et je ne suis pas retournée là où j'étais. Je suis retournée à Alger, à Tipaza, en pensant que j'aurais le temps d'y revenir après. Autant de fois que je le voudrais. Et puis il y a eu les années 90 et donc du coup j'ai pas pu y retourner à ce moment-là. Mais bon, je savais que je ne ferais jamais l'économie de ça parce que ça m'a hanté toute mon enfance. C'est-à-dire quand on est né en Algérie, de parents nés en Algérie, qui n'en parlent pas spécialement, qui ne se plaignent jamais, qui ne font pas savoir, qui se gardent de raconter leur histoire. Vous fantasmez sur cette... C'est peut-être ma question pour après, mais on peut l'évoquer. Ça veut dire en famille, on n'en parle pas de la vie de cette famille en fait en Algérie. Vous savez, c'est un peu comme toutes les... Enfin, je sais pas, on rentre d'Algérie. Mes parents sont rentrés d'Algérie, ils avaient une trentaine d'années, ils étaient jeunes. Hein, ils étaient malheureux. Hein, ils avaient tout laissé, c'était pas facile. Ils ont tout laissé, ils n'avaient rien. Je pense qu'ils ne voulaient pas nous polluer avec ça. Je pense qu'ils se disaient on va essayer de s'intégrer.
ce que veut dire ce mot. Ouais. Et puis nos enfants, il faut qu'ils soient heureux et qu'ils se rendent compte de rien. C'est aussi une façon maladroite de... Tu vois, les enfants se plaignent toujours après de ça, de ce que les parents ne leur ont jamais rien dit. Mais si les parents avaient dit, peut-être qu'ils se plaindraient du fait qu'ils ont dit. Bon, les enfants sont jamais contents de toute façon, et on sait bien que les parents élèvent toujours mal leurs enfants. Mais peu importe, le fait est que moi, j'ai vraiment le sentiment de m'être bâtie sur un manque, sur le manque de ce pays, que de toute façon, que je voyais comme une sorte de... Mais à quoi je dois ma vocation d'écrivain, si on peut revenir à ça? Parce que la fiction dont vous parlez, moi je l'ai entièrement investie dans cette espèce de pays miraculeux qui était le paradis de mon enfance, le paradis de mes parents, et que j'ai métaphorisé, que j'ai grandi, je me revois encore petite fille, je devais avoir 8 ou 9 ans, j'allais à l'école, je me revois marchant sur un trottoir qui était vaguement poussiéreux. Il faisait beau, il y avait un rayon de soleil, je me disais, je suis en Algérie, je marche en Algérie. Enfin, donc je m'imaginais... Vous l'imaginez? Mais je n'osais pas dire à mes parents. Je n'osais pas parler de... Je ne pouvais pas dire à mes parents, vous savez, ça me manque, parce qu'une fois j'ai risqué de dire que ça me rendait triste. Mon père m'a regardé comme si je disais une horreur. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'était quelque chose que je m'interdisais du coup de formuler. C'est peut-être pour vous protéger. Non, mais j'accuse mes parents de rien. Hein, non, c'est pas ça. Mais, parce que le livre, paraît-il, il est plein d'émotions. Il évoque l'exil, le deuil. Vous parlez de celui de Lily ou de... Oui, d'accord. Ce que dit Lily, oui. Donc je me demandais qu'est-ce qu'une petite fille peut dire sur... Eh ben, tout ce qu'elle ressent, je me souviens que là, pour ceux qui l'ont lu, un fait divers que j'avais lu m'avait bouleversée. Un type qui devait avoir peut-être 10 ans, lui en 62, donc qui était plus âgé que moi, et qui racontait dans Le Monde, je crois que c'est un papier dans Le Monde, il disait, quand mes parents m'ont dit de partir, qu'il fallait ranger ma chambre et faire ma valise et laisser mes jouets, je ne pouvais pas supporter l'idée de laisser... On venait de m'offrir un cheval et un indien. Je ne pouvais pas supporter l'idée de laisser mes cow-boys. Je les ai enterrés en me disant qu'un jour je les retrouverai là. Et ça m'a bouleversée parce qu'en plus, la symbolique de l'enterrement, tout ça, enfin bon, ce gamin, bon, évidemment, il n'a jamais retrouvé ses cow-boys, mais c'est pas pour rien que dans ce que dit Lily, je me suis dit, mais ça, c'est... Voilà, ça dit tout de la détresse d'un enfant qui ne comprend pas ce qui se passe, et puis la détresse des parents aussi, qui disent, eh ben, non, tu laisses tes cow-boys et on part, quoi. Ce qu'on a laissé sur la terre d'Algérie, en fait. Oui, mais c'est plus beau à travers un pauvre petit cow-boy que laisse un enfant de 10 ans que à travers toutes les plaintes d'un adulte qui va dire ma maison et... Bon, voilà. Donc, c'est parti de ça, et je me suis dit, il y a plein de choses à dire sur la mémoire d'une petite fille... qui se demande ce qui se passe, quoi, qui essaie de se raconter une histoire pour se sentir, voilà, pour comprendre, quoi. Pour comprendre. Pour comprendre, oui. Alors comprendre et comprendre aussi que votre famille, elle était toujours, ou l'histoire de votre famille était toujours un grand, je sais pas, vous inspirez beaucoup de votre famille, donc votre relation avec votre frère et ce voyage que vous avez fait quand vous étiez jeune, avec lui, pendant 9 mois, c'est pas peu, 9 mois sur un bateau. Vous pouvez, je vais vous laisser raconter, ça serait mieux. Oui, bah, c'est tout bête. Cette époque où je tâtonnais beaucoup, parce que je ne savais pas très bien ce que je voulais faire de ma vie, à la vérité. J'avais renoncé au théâtre, j'avais renoncé à la littérature, aux études. Bon, et mon frère, lui, rêvait d'être marin. Avait depuis toujours acheté un premier bateau puis un deuxième dans sa chambre. C'était un véritable magasin d'accastillage. Il achetait des trucs, des mâts, des machins, bon. Et il rêvait de partir, et un jour il m'a dit mais je vais partir dans un an, je pars, et j'ai fait partie de son projet, et j'ai dit bah, viens avec toi, c'est sûr, on va traverser, on va partir, je ne sais plus d'où on est parti, du Médoc je crois, de Bourg-sur-Gironde, et puis on va descendre la Corogne, et puis on va traverser, on va aller au Sénégal, on va aller à Dakar, et à Dakar on traverse, on va aller à Recife, et puis après Recife on va descendre, on va faire toute la côte brésilienne, et puis après on verra, qu'est-ce que tu en penses, Banco, oui on va faire ça, c'est magnifique, et puis je lui faisais toute confiance, je savais qu'il était très raisonnable, depuis qu'il a 3 ans qu'il sait lire, et il lit que des bouquins de survie. Donc, je sais que si un jour il y a un problème, c'est mon frère qu'il faut aller voir. Il connaît tous les trucs de survie.
Donc j'avais une confiance absolue, et moi qui ne suis pas fan de voile, mes parents aimaient beaucoup la voile. Et on en faisait quand on était plus jeune. Moi j'aimais pas beaucoup, j'ai l'impression que j'ai passé ma vie d'enfant à écoper le bateau. Mais mon frère, lui, il a pris le virus, et donc... la proposition de partir au Brésil, comme ça, sur un bateau avec mon frère, c'était génial. Donc, évidemment, j'avais rien qui me retenait à Amsterdam, parce qu'à l'époque, je vivais en Hollande. Et donc, on est parti comme ça. On a traversé, et c'était merveilleux. C'était génial. C'était fort. Il n'y avait pas à l'époque, on en parlait tout à l'heure avec Isabelle, mon éditrice, il n'y avait pas à l'époque de GPS, c'était un sextant. C'est l'aventure. Alors voilà, exactement, c'est le mot qu'on employait, parce qu'il fallait faire le point, il y avait des cartes marines, et il n'y avait pas ni de téléphone, ni de numérique possible. Alors, c'était 84 ou 85 ou 86, donc c'était une époque vraiment avant le numérique, et c'était une aventure, quoi. Mais on n'en avait pas conscience, je pense. Mes parents en avaient conscience, ils avaient peur, mais nous non, on était... Mais ce livre est sorti en 2016, ça veut dire combien d'années après le voyage? Ah oui, il faut du temps pour raconter les choses. Donc ça mûrait un peu, et puis beaucoup. Ça demandait beaucoup de fiction aussi Non, il n'y a pas beaucoup de fiction, tout est réel. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'obligation de fiction pour raconter une histoire vraie, il faut de la fiction de toute façon. Même si vous êtes le plus authentique possible, même si j'avais le journal de bord de l'époque pour raconter ce voyage, vous êtes obligé d'insuffler de la fiction, parce que vous ne vous souvenez pas heure après heure, minute après minute de ce que vous avez ressenti, de ce qui s'est passé, de ce qui a été dit. On est fatalement... Le simple fait de raconter est déjà un dévoiement de la réalité. C'est pas pour rien que dans les procès, c'est si difficile d'avoir des témoignages exacts. Donc c'est impossible, le témoignage. Donc dans un livre, et imaginez 20 ans ou 30 ans après, c'est encore plus difficile. Donc même si on est le plus précis possible avec le journal de bord, avec les souvenirs de mon frère, avec mes souvenirs à moi, etc., j'ai forcément dû inventer des petites choses. Mais les inventant, je suis allée plus directement à la vérité. C'est-à-dire que j'ai découvert des choses que je n'avais pas percutées à l'époque en les faisant. C'est ça qui est merveilleux avec la fiction, c'est que la fiction vous fait passer par un détour qui vous fait découvrir la vérité. Ou en tout cas, votre vérité ou une vérité. Et voilà, bon. Écrire, c'est la quête de la vérité? Oui, je crois. Ça paraît un peu grandiloquent dit comme ça, mais je crois que d'une certaine manière, oui, parce que l'écriture suppose on ne peut pas tricher, au bout d'un moment, d'aligner les mots, tirer les mots comme ça, ça enfante quelque chose, oui, qui a à voir avec la vérité. Sinon, c'est du blabla de la publicité. Virginia Woolf a une phrase que j'adore, elle dit « Les mots ne sont pas là pour rendre service ». Ça veut dire que les mots, ils ne sont pas là pour dire, à part « Attention, ne vous penchez pas par la fenêtre, c'est dangereux », ça, c'est des mots pour rendre service. Mais les mots pour faire un livre, c'est pas les mêmes. Enfin, en tout cas, agencés tels qu'ils sont dans un roman, dans une fiction, c'est plus là pour vous rendre service, c'est tout à fait dans l'autre ordre. Et oui, de les tirer comme vous pouvez, comme ça, de vous, ça construit par un détour compliqué qui serait trop long à expliquer, à une forme de choses brutes et vraies. La vérité. Donc, la vérité, on va dire modestement. Je pourrais passer à notre... au dernier roman, Une femme remarquable. Cette femme remarquable, c'est votre grand-mère? Alors c'est ma grand-mère, mais c'est la mère de mon père, je ne l'ai pas connue. Elle est morte avant ma naissance, elle est morte en 54, bien avant ma naissance. Et mais mon père nous en parlait, mon frère et moi, beaucoup. Parce qu'il l'aimait beaucoup, c'est logique, c'était sa mère. Mais elle représentait quelque chose, on sentait avec mon frère qu'elle représentait quelque chose de plus grand qu'une simple mère qui a été aimante, etc. C'était, d'ailleurs, mon père me disait, je dois dire que c'était une femme hors du commun. Il me disait des choses comme ça. Donc on a un peu pensé à cette femme-là, mon frère et moi, comme une femme qui était un peu exceptionnelle, un peu elle est rentrée dans une sorte de mythologie comme ça, familiale. Et quand après ce que dit Lily, qui était une première tentative de parler de l'Algérie, quand je me suis dit là, il faudrait commencer peut-être à parler vraiment de l'Algérie, autrement qu'à travers
une fiction de petite fille. T'es grande, là, il faudrait peut-être y coller vraiment. Je me suis dit, si j'ai découvert un film de mon grand-père, que mon grand-père avait fait dans les années 30, un film muet où on la voit. Toute jeune fille, enfin jeune femme, non pas jeune fille, jeune femme, toute mignonne. Et je me suis dit, tiens, si je... C'est elle, ouais, c'est elle. Là, elle a un bonnet de bain, elle va aller se baigner, ou elle revient de se baigner. Et dans ce film, je me suis dit, elle essaie de se cacher. Enfin bref, ça m'a donné envie d'aller vers elle, quoi. Je veux dire, si j'essayais de faire le portrait de cette femme que je n'ai pas connue, dont mon père m'a parlé. Mais... C'était quoi l'élément déclencheur, en fait, pour écrire ce livre? Plusieurs choses. Ce film que j'avais déjà vu, que j'ai revu, le fait que je me suis dit, il faut y mettre, et pourquoi pas aller vers... je pense que l'élément déclencheur, c'est pas très gai, mais c'est la mort de sa petite fille. Parce que je savais que son bébé était mort, enfin sa petite fille de 5 ans était morte. Donc mon père avait perdu sa sœur quand elle avait 5 ans, il nous en parlait aussi, lui il avait 10 ans à l'époque. Nous on était petits avec mon frère, on entendait ça, on se disait ça doit être quelque chose, de perdre une petite sœur de 5 ans. Mon frère était persuadé que j'allais mourir, moi, parce que voilà. On l'imaginait comme ça. Les enfants ils s'imaginent des choses comme ça, on leur raconte. Et je suis partie peut-être de ça en me disant c'est pas pour rien que j'ai pas d'enfant, c'est pas pour rien que ma mère a perdu un bébé et que ça m'a... et que ma grand-mère a perdu un bébé aussi. Alors, tout ça m'a travaillé. Je suis partie de là. Je voulais peut-être dire pourquoi un enfant de 5 ans meurt, que ça veut dire quoi. Je suis partie de ça. Après l'Algérie, après ma grand-mère, après des témoignages, j'avais interviewé mon père 20 ans avant. Il m'avait parlé de l'Algérie, de son enfance. J'avais de la matière. La matière, c'est que les racontes? Ce que votre père vous a raconté, ou autres personnes aussi? Mon oncle, mais son jeune frère, qui est toujours vivant, Dieu merci, et qui m'a beaucoup parlé de l'Algérie de sa petite enfance, qui lui a connu aussi sa mère, mais longtemps après mon père, parce qu'ils ont beaucoup de différences, donc c'était pas la même femme dont il me parlait. Mon père m'avait parlé d'une jeune femme, et mon oncle me parlait d'une femme austère et blessée, alors que mon père me parlait d'une femme gaie, jeune, qui n'avait pas perdu son enfant encore. Enfin, c'était deux femmes différentes. Parce que même dans le livre, vous le dites, il y a un avant et bien le sûr. A avec en majuscule, et un après, bien sûr, la mort de cette petite fille à 5 ans. Mais ça donc me paraissait... la maman, elle n'est plus la même. Elle a perdu une part de sa maternité, peut-être. Son enfant. Sa fille. Oui. Sa fille. Et donc, on en parlera après. Mais vous étiez emmené quand même de voir autres documents pour parler de cette Algérie parce que, des années 30. Voilà, parce que c'était... Je ne sais pas si l'Algérie était le prétexte ou si ma grand-mère était le prétexte, mais au départ, ma grand-mère était le prétexte quand même pour moi, pour essayer de comprendre ce pays, pour essayer de parler de l'Algérie de cette époque-là, qui est une Algérie honnie, puisque c'était l'Algérie de la colonisation. Mais malgré tout, elle a existé, cette Algérie, et j'y suis née, et mes parents y ont vécu. Donc moi, j'ai besoin de savoir à quoi elle ressemblait, cette Algérie-là. En quelque sorte, c'est un roman historique. Oui, d'une certaine manière, c'est aussi un roman historique. Et j'ai beaucoup travaillé sur... Enfin, je me suis beaucoup plongée dans l'histoire de l'Algérie. Parce que les années 30, l'Algérie, la guerre de 40 en Algérie, moi, je ne sais rien sur la guerre de 40, je ne savais rien. Oui. On ne nous apprend pas grand-chose à l'école sur l'Algérie des années 30, 40... Et alors ne parlons pas du reste, mais donc j'ai essayé de me renseigner beaucoup, de lire des bouquins historiques et de reconstituer le moins maladroitement possible, le plus authentiquement possible, mais à travers l'intimité de cette famille et de ma grand-mère, essayer de reconstituer une vie dans cette Algérie de la guerre des années 40. Oui, c'est vrai. Parce que non, il y a pas des longues passages de récits de l'histoire de l'Algérie. Ah non, mais l'image, elle est bien construite et on peut voir les gens, comment ils peuvent vivre. Donc il y avait 2 sociétés, je peux dire ça comme ça. Même 4, hein, on peut dire. Il n'y avait pas que les Français, les Arabes, il y avait aussi les Espagnols, il y avait les Juifs, il y avait tout. C'était très... Et en même temps, il y avait des endroits où tout le monde était ensemble. Mon père à l'école, il disait, moi mes meilleurs copains, ils étaient juifs, arabes, espagnols, chrétiens, catholiques. Et vous nommez en fait 2 et c'est vrai, enfin, je les ai vus. Hein. Je les ai vus en parler beaucoup et il les a suivis longtemps. Il est resté longtemps
avec enfin c'était pas du blabla, ça existait aussi, parce que les choses sont complexes. Et bien sûr que c'était une société coloniale, et bien sûr qu'il y avait... mais comme un département français, il y avait de la pauvreté et de la richesse. Hein. Donc c'est votre aussi père, ça. Hein. il vous parle de ça, il vous parle vraiment des détails de... Oui, il avait... Enfin, il est mort, hein, mais quand je l'ai interviewé peu avant sa mort, il y a très longtemps, c'était en 98... là aussi, hein, je lui demande de me parler de l'Algérie de son enfance et il est mort un an après. C'est un coup de bol, ou c'est, vous voyez, c'est drôle les choses dans la vie parfois, les coïncidences quoi. Et je voulais qu'il rentre dans le détail de son enfance. Alors j'avais aucune idée de ce projet puisque c'était il y a 20 ans. Mais je savais quand j'écrivais sur l'Algérie que j'aurais besoin dans son témoignage. Et donc il m'a parlé de sa mère, il m'a parlé de son père, il m'a parlé de sa petite sœur, il m'a parlé de l'Algérie de cette époque-là, il m'a parlé de tout ça. Et dans les... Il n'y avait pas des petits cahiers de gens? Non, mais moi je l'ai enregistré. Non, je l'ai enregistré. Non, il doit y avoir des lettres quelque part, mais vous savez, elles sont où ces lettres hein. Il y a eu 62 qui est passé par là, donc de toute façon... on a tout laissé. Il n'y a plus rien, enfin il n'y a plus grand-chose, il y a de vieilles photos. Encore, j'ai pas vu beaucoup de photos de ma grand-mère, c'est l'une des rares que j'ai. Mais en tout cas, lui, mon père avait une façon très imagée de parler. Et il me disait, pour moi, l'Algérie, c'est les odeurs, c'est le café, l'eucalyptus, les lentisques. Il aimait nommer les plantes. Il avait quelque chose de camusien. Il nommait les plantes, il nommait les arbres, les acacias, les roses, les fleurs. Et cette façon très imagée de me parler de ce qui, pour lui, était un paradis. Avant, me disait-il, qu'il ait pris conscience des injustices, qu'il ait pris conscience de la guerre qui se préparait, la guerre d'indépendance, avant qu'il ait pris conscience de tout ça. Il a fallu du temps à ces gens-là, des deux côtés, pour prendre conscience de ça. Il est resté longtemps, me disait, moi j'étais le ravi de la crèche, quoi. J'étais heureux entre la mère et la mère et le mère, et la maison de Trouville. Alors en plus... Ça aussi, ça me fascinait quand j'étais petite. Toutes les villes de la côte algérienne avaient des noms de villégiatures françaises. Trouville, c'est incroyable. Clairefontaine, bon, voilà. Donc, il m'a beaucoup parlé de ça et ça m'a, longtemps après, comme je l'avais enregistré, ça m'a quand même beaucoup aidé. Votre oncle aussi, vous en avez parlé parce que... Et donc mon oncle aussi, donc lui me parlant d'autres, plus de sa mère, sous des angles moins flatteurs, en me disant elle était boudeuse, elle était très cultivée, mais elle était un peu casse-pied, parce qu'elle nous obligeait il fallait... et ça, vous savez ce que c'est? Alors je vais vous dire, et ça, vous savez ce que c'est? Je vais vous dire, et au bout d'un moment, on en avait jusque-là, enfin bon, il était un peu plus... mais mon oncle avait des souvenirs d'enfant peut-être plus vivant pour un roman, parce qu'il me disait, mes parents s'engueulaient beaucoup par exemple. Ça, mon père ne me l'avait jamais dit. Ma mère, elle voulait divorcer à plusieurs reprises, elle voulait divorcer. Elle l'engueulait parce qu'elle lui dit, tu te rends compte que je n'ai pas le droit de vote? Le premier alcoolique du coin, il a le droit de voter, et pas moi. Parce qu'avant les années 40, comme on le sait, les femmes ne votaient pas. Moi, elle était institutrice, et je ne peux pas voter. Et tu trouves ça juste? Et comme mon grand-père, sans doute, n'était pas assez d'accord avec elle, elle l'engueulait. Et il s'engueulait même sur des choses plus intimes, je pense, hein, comme un couple moderne. Et comme j'imagine que tous les couples peuvent s'engueuler à toute époque. Hein, c'est pas... Donc ça m'a aidé à pouvoir reconstituer des scènes d'un homme et d'une femme qui s'aiment fondamentalement, qui sont très amoureux, parce que je pense que mon grand-père était très amoureux d'elle. Je ne suis pas sûre qu'elle était très amoureuse de lui, mais je suis sûre que lui l'était. Et de cette femme blessée qui après n'a plus goût à la vie et qui n'a cessé d'essayer de retrouver le goût de vivre et qui je pense, n'a pas pu et qui est morte de ça d'ailleurs. Je pense que 20 ans après, elle est morte de chagrin. Mais en attendant, elle s'est battue, il y a eu la guerre, elle est devenue institutrice. Elle a eu 2 garçons après. Elle a eu 2 garçons après, donc mon père et sa petite fille. Et puis, tant bien que mal... Et la blessure, elle est restée. Comment? La blessure, oui, bien sûr, la blessure est restée. Après, j'espère et je pense qu'elle a aussi eu des moments de bonheur, mais je pense qu'elle est... Sur les photos, encore une fois, j'ai peu de photos, mais on voit la différence de la jeune femme qu'elle était, la femme un peu plus mûre qu'elle est devenue avant. Bon, elle n'est pas morte très vieille, mais malgré tout, on voit quelque chose de tragique qui est c'est peut-être moi qui projette, mais on voit qu'il y a quelque chose de terrible qui la ronge. Là, on laisse peut-être les lecteurs découvrir, parce que c'est un livre très passionnant. Il y
Il y a un lien de suspense très bien entretenu en fait. Vous allez découvrir ça quand vous lisez le livre. Et moi, j'aimerais bien m'arrêter avec vous sur un point. Et là, je vous cite dans la page 24. Vous dites: ma grand-mère n'aime pas beaucoup l'Algérie. Elle y est née, mais elle rêve de la terre de ses parents, la France. Alors, de quoi rêve Germaine? En fait, la grand-mère, on n'a pas nommé. Elle s'appelle Germaine et dans le livre, elle est nommée aussi Mime. Parce qu'elle s'appelait Mime. Parce que mon père, un jour, m'a dit mais tu sais, ma mère, je l'appelais Mime, ma Mime adorée. Bon. Et j'ai vu ces lettres, une ou deux lettres de mon père, signées où il disait ma Mime. J'ai trouvé ça assez charmant et plus joli que Germaine, pour tout dire. Donc je me suis dit, je vais virer Germaine et je vais faire triompher Mime, ça sera plus charmant. Et elle avait un rapport, effectivement, ça c'est... Oui, donc ma question c'était elle rêve, mais vous l'avez aussi décrit comme être entre deux rives, entre deux milieux, entre deux existences. Oui, parce que je pense qu'elle voulait pas cette vie-là. Elle voulait une vie d'intellectuelle à Paris. À Paris. Ouais. Et elle aimait les livres énormément. Les chiens ne font pas des chats. Elle était... ah bon, à l'époque, en plus, j'imagine, dans les années 30, car ils allaient beaucoup au cinéma, au théâtre. Oran était une ville espagnole, il y avait un théâtre, et bon, ils faisaient partie de la petite bourgeoisie, et ils allaient mon grand-père, je sais, aimait beaucoup l'opérette, bon. Mais elle lisait énormément. Elle adorait la fiction, les romans. Elle jouait du piano aussi, elle faisait du piano, comme sa sœur. Elles étaient toute une flopée de sœurs, d'ailleurs. Et je pense que c'était pas, effectivement... Bon, moi, j'ai dû broder un peu sur sa vie. Entre ce que m'a dit mon père, ce que m'a dit mon oncle, ce que j'ai pu ressentir, et le fait que j'ai une idée de cette femme, parce que je suis sa petite fille, et que je pense que les choses se transmettent malgré nous, et qu'on sait des choses qui nous sont transmises, je ne sais pas comment, par quel miracle, mais par la transmission généalogique. Je pense effectivement, elle n'avait pas la vie qu'elle voulait. J'ai eu besoin de fantasmer sur elle aussi, pour pouvoir en faire un personnage de fiction. C'est ce que vous dites d'ailleurs dans le livre à la fin. Oui, et tout en restant... Peut-être que ma grand-mère a vous transformer en personnage de roman. Oui, elle a transformé en personnage de roman tout en... Elle a traversé les aventures que je lui prête, en fait. Oui, voilà, tout en restant authentique avec ce qu'elle a vécu. Quand elle est instite, elle est nommée à Sidi Chami, qui est à une trentaine de kilomètres d'Oran. Elle y va en charrette avec ses 2 enfants en bas âge. 2 heures de charrette. Oui, ça devait pas être marrant, avoir 2 petits enfants comme ça, aller faire la classe à 30 km de là. Elle partait le samedi. Elle était directrice et elle est devenue, oui, exactement. Et elle restait toute la semaine avec ses 2 enfants à Sidi Chami pour pas faire l'aller-retour parce qu'elle pouvait pas le faire tous les jours. Donc ça pendant la guerre où il y avait donc des... Bon, ça devait pas être une période très rigolote. Tout ça, c'était une femme courageuse. Et... C'est du courage, et puis elle était passionnée aussi par ce métier, parce qu'elle aime transmettre, elle aime faire apprendre à ses petits, ce qu'on appelle les arabes, ses élèves, elle les apprenait à lire et à écrire, mais pas que, donc elle faisait des allers-retours pendant le week-end, elle leur cherchait des habits, des oui, mais ça c'est aussi... elle sentait que... elle voyait qu'ils sont dans le besoin. Donc elle a senti en quelque sorte que de son devoir aussi de les aider, ou c'était, je sais pas, c'est comment on vous l'expliquer, c'était quelque chose de... Je ne sais pas, la vérité. Moi, j'ai gardé des faits authentiques et après, j'ai essayé de me substituer à ce qu'elle aurait fait. Enfin, qu'est-ce qu'on fait quand on a des élèves qui sont pieds nus devant vous et qu'il fait froid? S'ils ont 5-6 ans, je sais pas, moi, j'essaie de leur trouver des chaussures. Bien sûr. Je pense que n'importe qui fait ça. Bon, voilà. Mais vous savez, un personnage de roman, ça se construit très simplement. On essaie de voir, on se met à la place des gens. Être écrivain, c'est uniquement l'empathie, c'est que ça. Non, c'est ça. Et c'est comme ça que j'ai imaginé, parce que j'ai pas de preuve à la vérité de ce qu'elle a fait. Non, je voulais juste savoir si c'est parce que c'est des faits de l'histoire ou c'est juste la fiction, ce que vous dites là, vous l'avez imaginé comme ça, tout simplement. Les deux. Ou les deux, parce que aussi vous avez, dans le livre, il y avait sa sœur Odette, qui était aussi une femme courageuse, qui s'est donnée les chemins pour
entre les villages pour soigner dans le bled. Dans le bled pour infirmière. soigner les gens. Elle soignait les gens, là pour le coup il y avait beaucoup de population arabe, elle a été infirmière, c'était gratuit évidemment, il y avait des dispensaires et elle a passé, elle aussi elle est morte très jeune, elle est morte à 52 ans, et elle aussi a passé sa vie à... il y avait quand même des gens qui avaient besoin d'avoir une vie qui avait un sens, hein, donc c'était des gens qui étaient aussi, qui se posaient même pas la question de savoir... mais une femme à l'époque, dans les années 30, qui enjambe un cheval, il part seul. En charrette, elle aussi, en charrette. Elle avait son auxiliaire, Saïd, qui lui, le nom est véridique. D'accord. Et lui, tout le monde a existé, mais Saïd a vraiment existé, j'ai son nom, et il l'accompagnait dans ses virées, comme ça, dans la montagne, dans le sud algérien. À travers, et elle soignait les gosses comme elle pouvait. Hein. Il y avait pas, avant l'arrivée des Américains, il n'y avait pas d'antibiotiques, donc ils étaient dévastés par la malaria, par des maladies comme ça. Oui. Et puis après, il y a eu les antibiotiques, mais enfin, en attendant, elle les soignait. Elle a passé sa vie à ça, et elle est morte dans son dispensaire. Elle s'est effondrée comme ça, elle est tombée la tête première sur un... Et Saïd a dit, Odette, elle était morte. On l'a emmenée à l'hôpital, elle était morte. Donc, c'est vraiment une militante en fait. Je sais pas, elle était en plus c'était une femme rigolote aussi. Enfin, le livre est consacré à Mime et pas à Odette, mais Odette c'était un sacré numéro. Hein. Elle pourrait. Puis alors elle aimait les hommes, dans les années 30, elle n'était pas du tout, c'était pas une. Et puis elle bourgeoise. A eu un enfant, oui, elle a eu un enfant hors mariage, et elle s'en foutait, elle l'a mis en... Comme quoi, hein, les gens sont compliqués. Elle aide les gens et elle est et elle a une fille, elle la met en couveuse, je vais dire, en nourrice à Paris. Sa fille est née à Paris. Elle est restée à Paris. Et jusqu'à l'âge de 8 ans, elle a récupéré sa fille, elle avait 8 ans et sa fille lui en voulait. Elle est toujours vivante, sa fille, Aline. Elle est toujours vivante. Je l'ai rencontrée. Elle est dans... Ouais. Ouais. C'est une vieille dame très rigolote, très marrante et qui a une mémoire intacte et qui est devenue institutrice, elle aussi, et qui m'a beaucoup parlé. Et c'est elle qui m'a dit il y a une époque où on ne pouvait pas être institutrice si on était trop petite. C'est dingue. Il fallait être grande. Et ma grand-mère qui me... Je raconte toujours cette anecdote, mais parce que j'ai un truc extraordinaire. Ma grand-mère qui mesurait 1m50, elle était vraiment petite. J'imagine, alors là j'ai imaginé qu'elle ne pouvait pas être institutrice, elle était trop petite, mais pendant la guerre, il manquait d'hommes, et donc ils ont été bien contents de pouvoir l'engager comme institut. Donc elle est devenue institut pendant la guerre, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais les deux faits sont vrais. Donc je les ai rassemblés pour expliquer qu'elle a pu devenir institutrice à ce moment-là, ce qui est le cas. De toute façon, cette grand-mère, elle était ravie d'être institutrice, au moins elle se fait écouter. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Et puis, c'est un livre qui est dédié à une femme remarquable, mais il y en a plusieurs femmes remarquables. On a parlé d'Odette, mais j'aimerais bien aussi parler avec vous de cette petite adolescente qui s'appelle Zeya. C'est une Algérienne qui était à l'époque à l'école. Elle s'occupe de l'entretien de l'école, je crois qu'elle n'était pas... Alors elle, oui. Et voilà. Et puis, elle portait de l'aide à votre grand-mère. Oui, elle se dit, tiens, elle propose pour garder les enfants de cette femme. Elle sait qu'une institutrice va arriver au village, qu'elle a 2 petits-enfants en bas âge, et elle se dit, tiens, je vais me rapprocher d'elle, je vais lui proposer de garder ses enfants, et comme ça... Et une sorte d'amitié affectueuse née entre elles. Mime lui apprend à lire parce qu'elle ne sait pas très bien quel âge elle doit avoir 14 ans. Et puis c'est une gamine intelligente, qui est curieuse, ouverte, qui a plus envie d'une vie où elle dort avec ses frères et sœurs à 10 dans le même lit, elle a envie d'une vie digne, elle veut mais elle a 14 ans. Elle était une petite révoltée pour les conditions de vie. Oui, sans doute.
en tout cas, elle incarne une Algérie nouvelle, quoi. C'est ça ce que je voulais dire, voilà, sans aller trop ou à forcer sur l'interprétation, mais c'était un passage très marquant. Oui, d'autant que c'est dit explicitement. Hein. Voilà. Donc cette petite graine qui va donner, et déjà c'est dit est-ce qu'elle serait combattante dans les rangs de francs de la libération. Bon, je l'ai inventé ça, hein. Je l'ai inventé. Ça, mais il ne faut pas poser plus l'interprétation en tant que lecteur. Donc, ce livre, Femme remarquable aussi, il incarne aussi un homme remarquable qui est Henri, votre père. Il y a beaucoup de choses à savoir sur ce personnage-là. C'est un petit dernier mot sur Henri, et puis on pourrait passer aux discussions. Oui, volontiers. Ouais, moi, je suis ouverte à toutes les questions. Mais oui, mon père, forcément, il fait la transition entre les deux générations. Donc, forcément, je le vois grandir. Je sais que c'est mon père, mais ce petit garçon, ça ne me dit rien. Évidemment. Donc c'est à la fois une façon de me rapprocher de lui, une façon de le voir grandir, de lui donner une deuxième vie. Je sais pas, on se raconte beaucoup d'histoires quand on écrit un livre, mais tout ce que je raconte sur lui est vrai. Hein. Mais c'était le personnage le plus en fait enraciné dans l'Algérie. Vous le montrez parfois, qui sentait l'odeur de la terre, il est trop attaché Oui, c'est ce que je disais au début, quand il me parle de l'Algérie, arrivé à l'âge de 70 ans, c'est pour me parler des odeurs de l'Algérie qu'il a encore dans le nez. Quoi. Bon. Oui, je pense qu'il a un lien viscéral, organique à ce pays qu'il a pourtant quitté, alors, pour le coup, en 62, donc quand il m'en parle, c'est en 98, vous imaginez le temps qui est passé. Mais, et puis en même temps, il n'avait pas de nostalgie, c'était quelqu'un de très solaire, mon père. Mais il a quand même traversé des épreuves terribles, sans jamais se plaindre d'ailleurs. Ouais. Mais il était très gai, très naïf et en même temps très intelligent et très dans la vie. Enfin, ne te retourne pas, va de l'avant. Quand il était sur son lit d'hôpital quelques jours avant sa mort et que j'avais des remords à le laisser quand je venais le voir, il me disait va, vas-y, laisse-moi, vas-y. Voilà, c'était une façon, bon, tous les parents font ça, mais c'est une façon très, voilà, il nous a inculqué, mon frère et moi, Il était marqué par son rapatriement, en fait, en France, oui, sans doute, puis la mort de sa mère, la mort de sa petite sœur, la mort de sa fille, ça fait beaucoup au bout du compte, hein, puisqu'ils ont un bébé qui est mort justement pendant la guerre d'Algérie, donc ça fait aussi, ça ajoute à la... Mais bon, toutes les vies il n'y a pas une vie qui soit épargnée. Et ce que je retiens de mon père, c'est un œil bleu, un œil vert. Oui, c'est ça. Il est écarquillé. C'est pas de l'affection, ça fait. Il était drôle et très et dans la vie, quoi. Et... Voilà. Rattaché à ses frères aussi, il les a élevés, hein, il les a élevés parce que réellement il y avait 16 ans de différence entre lui et ses frères. Et du coup, quand leur mère est morte, le père s'est retiré dans son chagrin. Et les deux, ils avaient 14 et 15 ans, un truc comme ça. Ils étaient ados, mais on est petits encore à 14 ans ou 12 ans, hein, 12 et 15 ans. Et c'est mon père qui, lui, avait 19 ans ou 20 ans, qui les a élevés. Hein. Donc, d'ailleurs, quand on voit dans le fameux film dont je parlais, on le voit à un moment donné marcher avec ses frères. Il est immense, mon père était très grand. Il mesure 1m85, c'est quand même pas rien. Et on le voit avec ses petits frères et ses deux frères qui sont petits. On jurait que c'est le père de deux enfants, quoi. Il joue autour de lui aux soldats. Et là, on se dit, oh là, mais ils ont que 16 ans de différence. On a l'impression qu'il y a 20 ans, 30 ans de différence entre eux, quoi. C'est marrant. Ouais. Il les a vraiment éduqués. Merci beaucoup pour cet échange, c'est agréable. Donc, je laisse la parole à la salle si vous avez des questions ou des... En général, c'est motus.
Moi, je peux poser la deuxième, si vous voulez. Allez-y. Comment est-ce que vous écrivez? Est-ce qu'il y a eu une évolution depuis le premier livre? Vous écrivez le jour, la nuit, vous raturez, vous avez plein d'archives à côté de vous? Comment ça se passe? Ah, il y a un peu de tout. Alors c'est vrai que l'ordinateur, le numérique a quand même beaucoup aidé les écrivains, parce qu'avant on avait des machines à écrire. Moi j'ai commencé mes premiers livres avec des machines à écrire. Il fallait raturer, reprendre, c'était un peu... Je vous parle là très pragmatique, parce que c'est une question très pragmatique, très pratique. C'est pas forcément mieux d'ailleurs de pouvoir effacer. Bon. Mais après, les habitudes d'écriture, le matin, le soir, les choses comme ça, ça varie avec la vie, parce qu'on n'est pas tous les jours, tout le temps du matin, ça dépend du travail qu'on a à faire. Ça. Moi, je suis plutôt du soir et je ne suis pas tellement du matin. Après, vous parliez d'inspiration tout à l'heure, il faut s'y mettre, quoi. Il y a un moment où on le sent très bien. On a beau avoir un livre dans sa tête, se dire avant qu'on soit assez dans le livre pour avoir du plaisir à s'y remettre, il faut arriver à jeter déjà une bonne 50aine de pages. Et ces 50 premières pages, il faut les écrire, quelles qu'elles soient, et c'est elles qui nous tirent vers la suite du récit, même si on a le livre dans sa tête, même si on sait ce qu'on va écrire. Et c'est le plus difficile. Ça, c'est vraiment le travail de terrassier, parce que c'est les fondations. Vous faites lire pas à ce moment-là, parce que c'est vraiment comme les fondations d'une maison, je ne les montre pas. Mais j'en parle, j'aime bien en parler, parce que ça peut éventuellement aider à faire avancer les schmilblick. Après, quand on est dedans et qu'on commence à élever la maison, qu'on en est aux fenêtres, on prend plus de plaisir, on imagine un peu déjà la physionomie générale. Mais il y a beaucoup d'inconscient dans un roman, il y a beaucoup de choses. On écrit avec des creux, on n'écrit pas avec le trop-plein, on écrit avec les trous. C'est ce qu'il y a, vous savez, c'est le livre en dessous qui compte. Et on écrit toujours un deuxième livre, c'est-à-dire qu'on croit qu'on en écrit un, celui qu'on voit au premier degré, comme ça, à la surface. Et à la vérité, il y en a un autre qui se dessine, comme un livre fantôme qui est dessous et qui apparaît petit à petit. Et c'est qu'à la fin qu'on le voit. Et c'est à ce moment-là qu'il faut être vigilant, parce qu'il faut savoir enlever un peu ce qu'on avait mis en surface pour faire advenir le fond. C'est là qu'il faut intervenir. Mais on ne le fait pas toujours bien. On aimerait les réécrire sans arrêt, ces livres. Donc c'est un travail de... Mais moi j'adore réécrire. Et je trouve qu'on ne réécrit jamais assez un livre. On dit toujours, il y a un moment, il faut arrêter, il faut le lâcher, Oui, c'est vrai, c'est mais... un peu comme une peinture. Ouais, on dit que c'est pareil. Fini. C'est pareil. Il y a un très beau passage dans le dernier livre de Laurent Mauvigné là-dessus, sur un personnage qui est peintre, et qui en effet ne cesse de remettre des couches, et des couches, et des couches, et je ne sais plus comment il dit ça, mais il fait un parallèle avec l'écriture, et c'est exactement ça. Vraiment, je ne pourrais pas mieux dire que ce passage-là, écrit par Laurent Mauvigné. C'est un drôle de truc physique, beaucoup moins intellectuel qu'on ne le pense, beaucoup plus... quand je dis inconscient, c'est qu'à un moment donné, on sait que ça va être... On sait intuitivement, il faut faire ça, et ça ne répond pas à une logique, on sait qu'il faut faire comme ça. Et on sait qu'il faudra l'enlever après. C'est une béquille, on a mis un échafaudage et on sait qu'il va falloir l'enlever l'échafaudage. Parfois on oublie d'enlever quelques tiges, mais c'est beaucoup de tâtonnement aussi, d'écrire un livre. Donc, et puis il n'y a pas de règle, à la vérité, parce que je pense qu'il y a autant de façons d'écrire qu'il y a d'écrivains. Mais il y a beaucoup d'écrivains vous diront quand même qu'ils ne programment pas la fin d'un livre, par exemple. Bon, là, je l'ai programmé parce que je savais que ce livre... Cette femme, elle meurt en 1954, et ça tombe bien, puisqu'elle est morte au moment où commence la guerre d'Algérie. Donc pour moi, qui voulais écrire sur l'Algérie, qu'elle meurt avec le début de la guerre d'Algérie, sachant que je voulais ensuite venir avec un deuxième livre qui irait de 1954 à 1962, ça me paraissait être une coïncidence idéale. Et donc je savais que je finirais par sa mort, j'avais quand même ça en tête. Mais très souvent, c'est pas parce qu'on a la fin en tête qu'on sait ce qu'on va mettre entre le moment où on commence et cette fin-là. Là, il y a tout à remplir, et à un moment donné, dans le livre, je fais un saut de 3 ans. Je ne l'avais pas prémédité, ça, mais je me suis dit, là c'est 3 ans qui passent. Sinon, je ne vais pas... Et souvent, on ne sait pas comment un livre... Et beaucoup d'écrivains vous diront ça. On commence, on ne sait pas où on va. Sinon, ce n'est pas la peine d'écrire le livre. Beaucoup d'écrivains vous disent ça. Si on sait où ça va, c'est pas la peine.
Parce qu'on écrit pour savoir... et oui, on croit qu'on écrit pour dire des choses, mais on écrit pour savoir ce qu'on veut dire. Ce qui n'est pas pareil. Mais bon, on peut le savoir aussi, ça, et puis quand on se retrouve devant la page blanche, ben, on a beau le savoir, c'est pas facile. Oui, c'est un peu une question que j'avais envie de vous poser. Parce qu'en fait, il est édité 500 à 600 livres chaque année, chaque rentrée. Et puis, je suppose qu'il y a un nombre beaucoup plus important de livres qui ne trouvent pas d'éditeurs. Et puis, encore plus de gens qui aimeraient bien écrire et puis qui n'osent pas se lancer. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on a le courage ou l'élan de se dire que ce qu'on a envie d'écrire, de commencer à écrire ou de raconter ou de partager comme expérience, ben, c'est susceptible d'intéresser. Oui, c'est une très bonne question, parce qu'après tout, on pourrait se dire, mais un livre de plus, à quoi bon? Qui ça peut intéresser? D'ailleurs, quand j'ai parlé de mon projet à ma belle-mère, elle m'a dit, mais qui ça va intéresser? Bon, l'air de dire, mais vraiment... mais la réponse, c'est quoi le désir? Comment vous définiriez le désir? Comment il naît le désir? Pourquoi on désire un truc à un moment? Pourquoi? Comment ça naît? Ben, c'est pareil. C'est pas du courage, je crois pas. Il faut pas de courage pour écrire. Il faut la persévérance, il faut de l'obstination, il faut le vouloir surtout. Et on ne sait pas pourquoi on le veut, mais on le veut. On le désire. On ne cherche pas un lecteur, on l'écrit. Ah mais non, non, bah, moi si j'attendais avoir beaucoup de lecteurs pour écrire, non, c'est pas... Parce que la question hier à l'inauguration, c'était ceux qui nous lisent en fait, ce qu'on écrit pour... Mais on écrit quand même pour d'autres, parce que si c'est pour le garder dans un tiroir, ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Oui. On écrit, mais on ne se pose pas la question de cette manière-là. On écrit d'abord parce que c'est un désir irrépressible, qui nous demande beaucoup d'efforts, qui a un prix, qui a un coût très élevé, en temps, en patience, en travail, en stress, en angoisse, en retour sur soi, en douleur. C'est pas facile d'écrire sur des gens qui meurent, sur des enfants qui meurent. Donc il y a beaucoup d'émotions dans le livre. C'est pas simple. Mais après, évidemment qu'on se dit, bon, qui ça va intéresser? Qu'est-ce que je peux faire pour que le livre soit intéressant? Enfin, moi, mon obsession quand je termine un livre, c'est est-ce qu'il n'est pas chiant? Mon premier lecteur, qui est avant mon éditrice, qui est l'homme avec qui je vis, je lui dis, dis-moi surtout si tu t'es pas ennuyé, quoi. Parce que s'il me dit, écoute, franchement, ça me tombe des mains, non, quoi. Alors, c'est pas possible, quoi. Alors bon, donc le mot juste, le fait que ce soit clair, que ce soit compréhensible, que ce soit voilà, celui-là, au début, il y a beaucoup de noms, il y a une famille très grande de femmes, il y a beaucoup de filles, ils ont tous, alors dans ces familles, ils ont tous les mêmes prénoms en plus, parce que ce serait trop simple. Donc le père, il s'appelle comme son fils, qui s'appelle lui-même comme son... Donc il y a des 10 000 Robert, 10 000 Marcel, 10 000... Alors, pour essayer de faire comprendre au lecteur qui est Robert, qui est Marcel, c'est vraiment difficile. Bon, le début, j'avais très très peur que ce soit difficile, confus, et c'était d'ailleurs, c'est pas simple, là, quand il faut y rentrer, on a un peu peur. Au début, on se dit là, il y a beaucoup de... Bon, après, ça simplifie, parce que la famille se réduit, mais oui, donc on pense au lecteur, là, à ce moment-là. Hein, on se dit, bon, voilà, mon désir, je l'ai mis en... Mais je veux dire, quel type de lecteur? Ça, on n'en pense pas. On rentre pas là-dedans, on se dit, il faut que ce soit agréable à lire. Il faut que... Agréable, c'est pas le mot, mais il faut qu'on ait envie de le lire, il faut qu'il y ait quand même un suspense. Vous avez prononcé le mot tout à l'heure, mais... Oui, j'avais à cœur quand même de semer. Il y a une histoire d'amour dans le livre. Voilà, j'en fais c'est tard. Il y a beaucoup d'histoires en fait. Voilà, ça rebondit quoi. Je l'ai pas spécialement prémédité, mais c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles je me suis dit bon là au moins il y aura quelque chose qui pourra une romance, un truc un peu. On a envie de savoir quoi. On a envie de savoir. Donc on pense au lecteur, mais bien après, quoi. Bien après Et pour répondre à votre question, il n'y a pas de réponse. Pourquoi on écrit? Parce qu'à un moment, on se dit, on y va. Il n'y a pas une quête d'identité dedans, dans votre livre? Par rapport Sûrement. à l'origine, à l'identité. Sûrement, mais
Ça aussi, Parce qu'il y a un rapport ambivalent à l'Algérie, ce n'est pas seulement votre cas, c'est de manière générale ceux qui Bien ont sûr. des origines, bien que ce sûr. soit nés en Algérie ou d'origine de parents qui sont nés en Algérie. Ouais, c'est Il y a toujours ce rapport ambivalent. On cherche à un moment donné dans notre vie, effectivement, à connaître mieux vrai. ou à renouer le contact. Et tout ça. C'est vrai. Et alors moi j'ai toujours su ça et toujours eu envie d'eux là-dessus, sur l'Algérie. Mais plus ça va, plus les choses sont opaques pour moi. Plus c'est ambivalent, plus c'est compliqué, plus c'est complexe, et plus mon rapport est ambigu. Mais je me suis longtemps, je disais, moi je suis pas née en France, je me sentais pas française, ce qui était aberrant. Pourtant, vous êtes parti très jeune. Mais oui, c'est ce que je disais, j'ai aucun souvenir d'Algérie, aucun. Donc, mais n'empêche que j'étais née en Algérie, c'était ça qui comptait, c'était pas le reste, c'était pas les souvenirs, c'était ça. Mais c'est pas anodin non plus, c'est parce qu'au fond je viens de là quand même, et que mes parents viennent de là, et que mes grands-parents étaient nés en Algérie aussi, hein, c'est depuis le début. Il y a 3 générations. Oui, depuis le tout début. Bon, donc voilà, on est façonné aussi par notre généalogie. Mais j'en sais pas tellement plus aujourd'hui sur mon rapport à l'Algérie que j'en sais même plutôt moins. Il faut continuer à écrire alors. Oui, exactement. Mais en visitant l'Algérie. Il y aura un deuxième tome d'ailleurs. Enfin, si on les maîtrise bien.